Je voudrais d'abord dire que j'ai évidemment répondu avec plaisir à l'invitation de Jacques Barthélemy pour des raisons évidentes d'amitié et je dirais de complicité. Je pourrais aussi ajouter que J'ai pas le son, s'il vous plaît. j'ai travaillé comme directeur des affaires sociales dans une fédération professionnelle et non des moindres. Donc mon propos d'aujourd'hui est aussi le reflet de cette expérience de négociation au sein d'une branche, même si à l'époque on n'a pas négocié directement sur des questions de protection sociale complémentaires. Et dernier mot, il se trouve que malheureusement aujourd'hui, c'est la présentation du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur la crise sanitaire, et donc je devrais vous quitter assez rapidement vers un peu après 11 heures. Alors, je ne reviens pas dans mon propos sur ce qui a été dit par Pierre Ramin sur la branche ou par Dominique Libaud sur la solidarité, clause de désignation, clause de recommandation. Mais moi, je vais revenir sur cette notion de branche, justement, sur cette notion de branche qui est, pour reprendre une expression de Jacques Barthélemy, un lieu de construction de politique collective, une construction conventionnelle de la protection sociale. Et donc, je crois que c'est vraiment ce qui est intéressant dans cet aspect qu'est-ce qu'une branche et comment on peut avoir une négociation collective dans une branche et quelles sont ses spécificités. Puisque par définition, lorsqu'on va négocier, si on négocie sur la protection sociale complémentaire, on va voir se définir une identité de la branche. Ça va être un élément important de cette définition d'identité. Alors, comme fil conducteur donc, sur la spécificité d'une négociation en matière d'accord de branche, j'ai privilégié 4 points. Premier point, l'intérêt justement de la négociation collective dans une branche sur la protection sociale complémentaire. Ensuite, un très bref rappel du droit de la négociation collective. Et puis, un troisième point sur les prérequis pour une négociation efficace de branche, c'est-à-dire la connaissance très fine de la branche et des besoins des entreprises et des salariés. Et puis, dernier point, la fixation des objectifs de la négociation. Alors, sur l'intérêt de la négociation collective de branche dans le champ de la protection sociale complémentaire, j'en ai déjà un peu parlé en mentionnant l'importance de la confirmation de l'identité de la branche. Si on souhaite négocier dans une branche sur ce sujet de la protection sociale complémentaire, c'est bien parce qu'on ressent un besoin et que ce besoin, il correspond au fait que la branche a bel et bien une fonction, a bel et bien une identité, n'est pas simplement un cadre juridique un peu dépassé ou qui serait suranné. Et cela vaut, je crois, que l'on veuille, on y reviendra, négocier sur un cadre direct d'application directe dans la branche ou que ce soit sur un cadre beaucoup plus général, une disposition dans laquelle les entreprises pourront puiser dans leurs accords. Quelle qu'en soit la forme, je crois que ça montre qu'il y a bel et bien, par cette volonté de négocier de la protection sociale complémentaire, qu'il y a la reconnaissance du fait que la branche est une personne juridique bien déterminée et correspondant à des intérêts communs entre les entreprises et les salariés de ce secteur, on dira professionnel. Et cela, encore une fois, quel que soit le niveau de la négociation, solidarité, mutualisation, action sociale ou simplement disposition très générale, cadre très général, ça montre qu'il y a reconnaissance d'une personnalité juridique. Le deuxième point important dans l'intérêt de la négociation collective de branche, et les représentants des organisations syndicales y ont directement ou indirectement fait allusion, c'est le fait qu'on est dans une logique de sécurisation des parcours professionnels. Et là, on retrouve un thème tout à fait moderne, tout à fait d'actualité, qui est celui de la flexsécurité. Flexibilité d'un côté, sécurité de l'autre. Flexibilité parce que le monde économique et social a changé, change perpétuellement, et qu'on est maintenant dans une logique de changement de carrière tout au long de la vie professionnelle, de changement d'employeur, et que la protection sociale complémentaire dans une branche, ça peut être un moyen de réaliser une sécurité
donc d'être un élément de sécurisation des parcours professionnels. On mentionnera aussi le fait que, sans doute, s'il y a bien évidemment de plus en plus de mobilité en changeant d'entreprise, il est aussi très probable, très vraisemblable que ces différentes mobilités, souvent, pas toujours, mais souvent, s'effectuent en partie au sein d'une même branche professionnelle. Donc, l'intérêt de la mutualisation, de la solidarité est particulièrement évident dans ce cas-là. Mais aussi, de manière plus conceptuelle, on a bien avec un mécanisme de protection sociale complémentaire dans une branche, une articulation entre des droits individuels du salarié, mais qui sont définis dans un cadre collectif. Et ça, il me semble que c'est un élément de modernité très fort, puisqu'on réussit à créer un cadre au sein duquel les gens auront des droits individuels. Et on est bien dans la logique, je pense, de l'économie du XXIe siècle. Alors, un très bref rappel du droit de la négociation collective de branche. L'article L2253-1 du Code du travail dit explicitement que la convention collective de branche prime sur l'accord d'entreprise dans le cas des garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire visées à l'article L912-1 du Code de la sécurité sociale. Donc, on échappe, si j'ose dire, dans ce champ de la protection sociale complémentaire à la primauté de l'accord d'entreprise, et l'accord de branche reste l'accord essentiel, pour autant, bien entendu, qu'on se situe dans le cadre des garanties collectives qui sont définies à l'article L912-1 du Code de la Sécu. Avec une exception, c'est que ces dispositions conventionnelles de branche priment, sauf garantie au moins équivalente prévue par l'accord d'entreprise, le législateur, enfin plus exactement l'ordonnance ayant prévu que ça s'appréciait par ensemble des garanties se rapportant au même objet. Donc voilà quel est le cadre juridique, et c'est important puisqu'on voit que dans ce cas-là, la convention de branche reste très structurante, quelle qu'en soit la forme. Bon, dans les autres cas de figure, c'est en revanche l'article L2253-3 du Code du travail qui s'applique, donc avec la prééminence de l'accord d'entreprise. Je ne rentre pas ici, vous en avez beaucoup parlé, dans la question de la possibilité de recourir ou non maintenant à des clauses de recommandation lorsqu'on se situe dans un haut degré de solidarité. Pour en venir maintenant à mon troisième point, qui est le prérequis, c'est-à-dire la connaissance de la branche. Prérequis important, puisque, encore une fois, dans un certain nombre de cas, la branche garde son rôle prééminent et s'impose aux accords d'entreprise. Donc la responsabilité des négociateurs au niveau de la branche est grande. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir négocier? Quelle articulation entre le niveau de la branche et le niveau de l'entreprise vont-ils privilégier? Et bien évidemment aussi, et ça c'est fondamental, savoir quelles sont les attentes des entreprises et des salariés de la branche. Je mentionne ce point parce qu'il me semble tout à fait essentiel. Lorsqu'on est au niveau de la branche, et ça vaut aussi bien pour les organisations patronales que pour les organisations syndicales, il peut y avoir une certaine déconnexion par rapport aux aspirations du terrain, par rapport aux aspirations des entreprises et des salariés. Ça se retrouve dans tous les champs possibles de négociation collective au niveau de la branche. C'est encore plus évident, je crois, pour ce qui concerne le champ de la protection sociale complémentaire. On l'a bien vu d'ailleurs il y a quelques années, au moment de la généralisation des complémentaires santé, où on a vu que finalement, derrière l'idée effectivement très, très protectrice qu'il fallait avoir, que chaque salarié devait avoir une complémentaire santé, on pouvait se heurter sur le terrain à des difficultés parce que les gens avaient déjà une complémentaire santé, parce qu'ils étaient ayant droit, etc., et que du coup, c'était très difficile en fait de répondre toujours à la demande expresse des salariés. Donc vraiment, cette idée qu'il doit y avoir un dialogue constant entre les négociateurs de la branche, encore une fois, que ce soit au niveau patronal ou au niveau syndical, c'est un point qui me semble fondamental si on ne veut pas négocier sur des sables mouvants. Et mon dernier point sur la fixation des objectifs de la négociation,
Premier sujet, bien évidemment, qu'est-ce que les négociateurs veulent négocier? Est-ce qu'ils veulent négocier un accord de branche très complet qui s'impose aux entreprises, voire même un accord de branche maintenant avec des clauses de recommandation, de choix des organismes assureurs, ou est-ce qu'ils veulent négocier simplement un cadre fixant des prestations, des cotisations, mais sans clause de recommandation et finalement un cadre très, très général, pas très mutualisé, ou est-ce qu'ils veulent aller au-delà et rester dans un mécanisme de solidarité et de mutualisation avec des clauses de recommandation d'organismes assureurs? C'est évidemment la première question à se poser. Les autres questions, et elles découlent de ça, c'est quels seront les bénéficiaires de l'accord, seulement certaines catégories de personnel, comment on tiendra compte des besoins spécifiques de ces catégories, par exemple les CDD, les apprentis, les temps partiels, et puis évidemment quel type de garantie on veut offrir. Et là aussi, c'est en fonction de la situation de la branche, de sa pyramide des âges, des spécificités des emplois, donc vraiment toutes les questions auxquelles les négociateurs devront répondre. Voilà sur ces éléments qui montrent qu'il y aura aussi toujours une espèce de dialectique, surtout si on fait le choix d'avoir des clauses de recommandation. Il y aura toujours une dialectique entre le choix des garanties et puis le type d'organisme assureur que l'on souhaitera avoir. Voilà, alors voilà les quelques points que je voulais partager avec vous sur ce caractère finalement très original d'une négociation de branche dans le champ de la protection sociale complémentaire, qui, pour résumer, associe finalement deux éléments chers à Jacques Barthélemy: la construction de garanties sociales, et ça, c'est du droit. On définit conventionnellement des mécanismes juridiques, et puis à côté de cette construction de garanties juridiques, de cotisations et de prestations, il y a la construction éventuelle d'un mode de gestion avec un ou des organismes assureurs, de la mutualisation, de la solidarité, et là on quitte le champ du droit pour être dans celui de l'économie. Et ce qui est fondamentalement intéressant dans ce mécanisme de protection sociale complémentaire, c'est justement cette articulation entre le droit et l'économie. Je vous remercie.